Ave Maria. Seigneur, toi qui es le Dieu de notre Père, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les nombreuses incertitudes qui caractérisent encore l'agriculture au Bénin expliquent en grande partie les difficultés d'accès au crédit et les taux d'intérêt trop élevés que pratiquent les institutions de financement. Très peu parmi elles ouvrent leurs guichets aux acteurs du secteur rural. Parmi celles qui le font se trouvent en bonne place les caisses locales de crédit agricole CLCAM. La vocation agricole de cette structure, qui est la plus répandue sur le territoire national, est manifeste et se traduit par la volonté d'octroyer des crédits aux acteurs du secteur rural. Mais face aux nombreux risques, elle hésite encore à s'ouvrir pleinement. Parole aux acteurs de ce jour a pour terme lever les contraintes liées au financement des activités du secteur rural. Pour en parler, nous avons invité pour vous M. Idrissou Oro Dama, directeur du crédit à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM. Bonsoir M. Oro Dama. Merci et bonsoir M. Sadonou. Avec lui, nous allons essayer de comprendre pourquoi les guichets des institutions de financement ne sont pas largement ouverts aux activités du secteur rural. Voilà le décor. Chers amis auditeurs et auditrices, vous connaissez le principe de cette émission. Dans 45 minutes, précisément à 17h15, vous pouvez nous appeler pour intervenir directement sur l'émission. Les numéros pour nous joindre sont 95 28 52 52 et 97 38 37 37. Je remercie au passage tous ceux qui ont déjà réagi sur Facebook et tous ceux et celles qui nous ont envoyé leurs préoccupations par email. Dama, plus de 30 ans après sa création, la FESECAM conserve-t-elle encore sa vocation de banque agricole? Ok, merci M. Saizonou. Avant de répondre à votre préoccupation, je m'en voudrais de ne pas remercier nos aimables auditeurs. Et il faut dire que la FESECAM, qui est la fêtière des caisses locales de crédit agricole mutuel, un système financier décentralisé de type coopérative. Et elle est structurée en deux niveaux. D'abord, les CELCAM qui offrent des services financiers et non financiers aux populations, oui, à la base, et
l'affaire tiers qui appuie les activités des CELCAM, qui coordonne les activités des CELCAM. Et le réseau des CELCAM est né depuis 1977 et depuis cette date, à cette date, elle était épaulée par la Ciencia, qui était une banque, agricole. Alors, et après les difficultés que cette banque a connues, à l'instar des autres banques, et les CELCAM qui n'étaient pas des succursales, de la CNCA, ont été restaurés grâce à un projet de réhabilitation, parce que ces caisses bénéficiaient du capital confiance auprès des populations. Okay. Alors, et à tort ou à raison, les CELCAM ont été longtemps considérées comme des banques agricoles parce qu'elles sont de type coopérative. Or, les premières coopératives ont vu le jour en milieu rural. Oui. Alors, et en fait, c'est vrai que les CELCAM, en tant que coopérative d'épargne et de crédit, et les premières ont vu le jour en milieu rural, mais très tôt, elles ont compris qu'il ne fallait pas qu'elles se limitent seulement au niveau du monde rural. Elles s'est étendues, elles ont ouvert leur sociétariat aux autres couches, aux autres catégories socio-professionnelles, que sont les paysans, les petits commerçants, les éleveurs, les artisans, donc, qui ont rejoint les producteurs, et c'est à ceux-là que les différents services sont offerts. Alors, cela veut dire tout simplement que la FECECAM offre ses services à tous ceux qui désirent obtenir des services. Voilà. Ça veut dire que la FECECAM a une gamme variée de clientèle. Okay. Voilà. Alors, et aujourd'hui, par rapport au financement des activités agricoles, il faut dire que la FECECAM s'emploie à le faire à la mesure de ses possibilités. Mais, tel que vous l'avez dit, il y a suffisamment de contraintes qui font que... Bon, avant d'aborder la question des contraintes de financement des activités agricoles, faites-nous un petit bilan de la FECECAM à ce jour. Après 30 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce... Ok, et la FECECAM, ce qu'on pourrait retenir après près de 36 ans ou 37 ans d'existence, la FECECAM, aujourd'hui, a pu mobiliser près de 55 milliards de dépôts pour près de 36 milliards d'encours de crédit, avec comme société près de 800 000 sociétaires et plus d'1 million d'usagers. Aujourd'hui, elle compte 33 CELCAM auxquels sont rattachés près de 133 points de service. Les points de service, au passage, retenez que c'est des lieux d'exercice, c'est des lieux où se font la collecte de l'épargne et la distribution de crédit. Bon. Voilà. Cela veut dire que le crédit s'octroie même au niveau local déjà. Au niveau des points de service. Ok. Voilà. Alors, quels sont les produits qui sont actuellement disponibles au niveau de la CELCAM et qui, disons, impactent les activités du secteur rural? Ok, il y a plusieurs sortes de produits. D'abord, les premiers produits, c'est par rapport aux femmes d'abord. Nous avons le tout petit crédit, aux femmes. Et nous avons le crédit épargne avec éducation, qui sont des produits destinés toujours aux femmes. Nous avons le crédit agricole aux femmes rurales. Nous avons le crédit
les crédits commerciaux aux femmes, les crédits commerçants aux femmes en milieu urbain. Nous avons le crédit à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. Nous avons le crédit d'achat et de stockage. Les crédits de préfinancement des marchés. Nous avons les crédits aux micro-entrepreneurs. Nous avons les crédits même aux salariés. Nous avons les crédits sociaux. Bon, nous avons des crédits. Ça fait quand même une gamme assez large de produits. De produits de crédit. Alors, quelles sont les conditions d'accès à ces différents produits? Est-ce que les producteurs y trouvent leur compte? Tout à fait. Et en termes de conditions d'accès, d'abord, il faut être sociétaire, surtout que nous avons dit que c'est une coopérative. Il faut être sociétaire. Et pour l'être, comment ça se fait? Tout à fait. Pour l'être, il faut avoir payé 2000 francs, 2500 d'abord en termes d'ouverture de compte. Et 500 francs de droits d'adhésion. La part sociale, c'est 1000 francs, mais il faut avoir libéré un minimum de parts. Part sociale. Voilà. Un minimum. La part est à 1000 francs. Il faut avoir libéré un minimum de 2 parts. Ça fait 2000. Okay. Les droits d'adhésion, c'est 500. Et faire une ouverture de compte de 2500, ce qui fait au total 6 000 francs. Pas du tout, ça fait 5000. Ouverture de compte. Voilà, ouverture de compte. Ça fait 5 000 francs, voilà. Exactement, oui. Voilà. Et il faut avoir une activité, bien sûr, et remplir les conditions de moralité les conditions de moralité requises par le comité de crédit, de moralité et de solvabilité. Alors, est-ce que parlant des conditions d'accès au crédit, est-ce que il y a des papiers, beaucoup de papiers à faire pour... Est-ce qu'il y a un projet à écrire? Est-ce qu'il faut... Oui, lorsque je dis il faut être détenteur d'une activité, il faut pouvoir mener une activité rentable. Donc, si nous connaissons le niveau le niveau intellectuel de nos producteurs, est-ce qu'il faut forcément venir à la CRCAM avec un projet déjà bancable, avec des papiers, tout ce qu'il faut, disons, comment l'appeler, le plan d'affaires, des tas de trucs que les gens exigent. Est-ce qu'il faut venir avec tout ça pour obtenir un crédit? En fait, lorsque on vous dit qu'il faut avoir une activité, c'est déjà, disons, le plan d'affaires. Cette activité, c'est ce que vous menez, c'est par rapport à ça que vous voulez avoir l'accompagnement. C'est que le paysan ne peut pas écrire tout ça là. Vous n'avez pas besoin d'écrire. L'essentiel, c'est de maîtriser votre activité. Et dès que vous êtes à la CRCAM, les agents de crédit vont vous aider il y a un accompagnement à élaborer, à mettre sur le papier et l'activité que vous menez, à décrire l'activité, à établir les comptes d'exploitation pour que le comité de crédit se fasse une idée de la rentabilité de ce Cela veut dire qu'il y a un accompagnement des clients. Voilà, des clients et qui est fait par les agents de crédit. Ah ok, d'accord, c'est indispensable. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée, vous avez commencé par l'aborder, qu'est-ce qu'on peut avoir une idée de la part du secteur du secteur rural dans le portefeuille de la FECECAM? Oui, et on peut se faire une idée. Oui, bien sûr. Se faire une idée de ce que pourrait représenter la part du secteur agricole dans le financement de la FECECAM. Oui. Et parce que là, on pourrait avoisiner à près de 40%, du financement. Okay. Du financement de la FECECAM. Alors, je ne saurais être plus précis parce que ce portefeuille lié à l'agriculture est alimenté par les caisses, c'est-à-dire l'encours de crédit des caisses qui sont implantées dans les zones rurales. Voilà. Donc de ce point de vue, on ne saurait dire, puisque les entités de base ont juste une autonomie de gestion. Ah, okay. Alors, elles ont leur base, donc
la densité du portefeuille lié à l'agriculture dépend du lieu d'implantation de la caisse. His fortune, I have often neglect your laws, and then you're flown far from your face. I need you deep in my heart. I need you, oh my Jesus. I need you. Far from you, no safety but pain, sorrow, sadness. Oh mon Dieu, relève-moi de mon bourbier, j'espère en toi, affermis-moi. Loin de toi, pas de vie, pas de joie, pas de paix. Je t'en prie, viens à moi, toi mon sauveur. Nous sommes en direct de la radio Immaculée Conception d'Alada et le débat en cours est lever les contraintes liées au financement des activités du secteur rural, avec pour invité M. Idrissou Oroudama de la FESECAM. Dans quelques minutes, chers amis auditeurs, précisément à 17h15, vous pourrez nous appeler pour intervenir directement dans le débat ou poser des questions à notre invité. Pour nous joindre, il suffit de composer les numéros 95 28 52 52, 97 38 37 37. Monsieur Oroudama, alors les besoins en financement des acteurs du secteur rural sont très nombreux. Alors, quand on veut procéder à l'acquisition de terres, on a besoin d'argent. Alors, est-ce que la FESECAM est disponible pour accompagner des producteurs dans cette rubrique-là? L'acquisition, un crédit pour l'acquisition de terres, je pense que, en fait... Crédit d'investissement, je veux dire. Voilà. Sur le long terme. Voilà. Il faut pouvoir nuancer. Nuancer, ok. Et la FESECAM accompagne ses clients dans leurs projets d'investissement. Mais à condition que cet investissement lui permette à la clientèle et que cet investissement soit un investissement de production. Autrement dit, que ça ne soit pas un investissement pour la consommation, à moins que le crédit ne soit destiné aux salariés qui ont des revenus permanents qui leur permettent de rembourser le crédit. Pour les autres catégories socio-professionnelles, c'est vrai, on leur accorde des crédits pour la réalisation, par exemple, de leur habitat. Mais il faut pouvoir justifier d'une autre source de revenus qui pourra lui permettre au client de rembourser son crédit. Donc, nous accordons des crédits d'investissement, soit ces investissements, soit des investissements de production, ou bien des crédits aux salariés qui ont des revenus permanents qui puissent garantir le remboursement du crédit. Mais au niveau des agriculteurs, si nous voyons un peu la gamme des besoins, quand tu veux rentrer dans le secteur, la gamme des besoins, d'abord il y a la terre, il y a, si vous avez une grande superficie, il y a les machines, tout à fait. Et puis bon, en tout cas, il y a un besoin d'investissement. Tout à fait. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas accompagner ou bien vous avez des limites pour... Voilà, nous faisons un effort d'accompagner, mais dans ce cadre,
nous avons quelques difficultés par rapport aux ressources parce que l'épargne qui constitue la base du financement de nos crédits est une épargne qui n'est pas stable. Ok. Ça veut dire que on ne peut pas prendre l'épargne collectée qui est une épargne non stable pour financer des activités à long terme. C'est-à-dire, donc ça c'est la question des ressources, la difficulté liée aux ressources qui fait qu'on est limité dans le financement des investissements, surtout des investissements de longue durée. Alors, mais nous le faisons en partenariat peut-être avec l'appui du gouvernement à travers ces différents projets, notamment. Et là, à ce niveau, le gouvernement essaie de faire un effort pour accompagner les producteurs dans ce sens et à travers c'est-à-dire le financement de certains systèmes financiers décentralisés comme la FESECAM. Ok. Mais si par exemple nous sommes un groupement, une coopérative agricole et nous avons un besoin urgent de magasin, ça veut dire qu'on ne peut pas s'adresser à la FESECAM. C'est un exemple. Si nous avons aussi besoin de machines agricoles, on ne peut pas s'adresser à la FESECAM. Oui, lorsque la FESECAM, en partenariat avec un bailleur, et la FESECAM peut satisfaire ce besoin, mais à condition qu'elle s'assure que la ressource qui sera destinée à financer ce besoin soit une ressource longue. Ok. Et qui va mettre en place cette ressource longue? C'est pourquoi j'ai dit il y a des partenariats que l'État construit avec les systèmes financiers décentralisés pour satisfaire ce type de besoins de la clientèle. Et vous en avez en ce moment? Tout à fait. Beaucoup. Et nous n'en avons pas beaucoup, mais nous avons, par exemple, un partenariat avec le Fonds national de microfinance, le FNM, qui nous permet, c'est-à-dire grâce à ce partenariat, de financer certains types de besoins d'investissement, mais de durer au plus 3 ans. 3 ans. 3 ans. Donc nous avons ce partenariat-là. C'est d'ailleurs un pilote qui n'est pas étendu d'abord à toutes les localités. Nous faisons ce pilote-là au niveau de certaines communes, ou bien de certaines SERCAM. Si nous prenons par exemple la SERCAM de Taplahoui, la SERCAM de Boyikon à Bomé, de Djougou, de Gogounou, voilà, ils sont les localités pilotes par rapport au pilotage de ce partenariat avec le Fonds national de microfinance. Ok, si nous quittons les investissements, est-ce que vous accompagnez les producteurs dans les crédits de campagne au moins? Justement, c'est là que vous êtes. Voilà, c'est là parce que c'est les crédits, les crédits fonds de roulement, les crédits qu'il leur faut pour acquérir les intrants, les crédits pour ça, pour leur permettre de payer la main-d'œuvre. Ça, nous, pour faire la récolte. Tout ça là, donc, nous mettons ça dans les crédits de campagne. Donc, c'est les fonds de roulement. Nous accompagnons les producteurs par rapport à ces besoins. Et puis, donc, si nous avons besoin de ces crédits de campagne, vous étalez ça sur quelle durée à peu près en fait? Ça dépend du cycle de l'activité. Oui, donc la durée dépend de l'objet qui est financé. Ok, mais nous allons parler maintenant des risques, des nombreux risques qui jalonnent le système, l'agriculture, le secteur agricole. Alors, quand on a des perturbations de climat, ça constitue des risques pour la mise en place des crédits. Alors, comment est-ce que vous faites face à cette problématique-là? Justement, par rapport à la question du risque lié au financement du secteur agricole, il faut dire que c'est d'ailleurs le secteur le plus risqué en termes par rapport au financement. Par rapport aux risques climatiques, aux aléas climatiques, si nous prenons par exemple les questions de sécheresse qui pourraient avoir un impact sur le revenu du producteur, il y a un produit d'assurance mis en place par AMAB
Et par rapport à ce produit, nous sommes en partenariat avec cette structure par le biais de Planète Garantie, qui est une structure côtière par rapport à la mise en place de ce produit d'assurance. Donc, ce produit d'assurance couvre le risque de sécheresse. D'abord, le risque d'inondation, il n'est pas expérimenté, il est en étude. Mais tout au moins par rapport au risque de sécheresse, par rapport à deux spéculations, il semble que la FESICAM est désormais un canal de distribution de ce produit-là, surtout dans certaines localités qui sont des localités expérimentales par rapport à ce produit d'assurance. Et s'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas ce crédit-là, il n'y a pas de crédit. Ou bien, enfin, s'il n'y a pas d'assurance, comment est-ce que vous faites? Non, sinon que c'est... Puisque AMAB est restant, hein? Oui, AMAB est restant. Bon, sinon on gérait le risque comme ça. Et ça faisait partie des raisons pour lesquelles nous, on est prudents par rapport au financement de l'activité agricole. Ok, mais il n'y a pas que les questions de climat, il y a la pénétration, la faible pénétration des marchés par les produits locaux à cause notamment de la concurrence des produits importés. Comment vous gérez cette situation? Bon, en fait, ce n'est pas... Par exemple, si on prend par exemple les poulets qui sont importés, oui. Les poulets qui sont les croupillons ou bien je ne sais pas, les parties de poulets qui sont importés. Oui. Et puis nous avons nos éleveurs dans le pays. Est-ce qu'ils ne peuvent pas accéder au crédit tout simplement parce que ou bien leur produit ne peut pas pénétrer le marché à cause de la concurrence de ces produits importés-là? Est-ce que ça constitue un frein au financement? Non, je ne pense pas. Et il faut dire que nous finançons les agricoles. Les aviculteurs, oui. Les aviculteurs. Et par rapport à la concurrence, je ne pense pas que cette concurrence limite nos financements. Et peut-être pas vos financements, mais leur activité peut-être, ou bien... Leur activité, oui, c'est vrai. Il y a d'autres risques, mais ils bénéficient de l'encadrement des structures compétentes, et ce qui leur permet de minimiser, de maîtriser le risque lié d'abord à ces activités-là, mais l'élément concurrence ne se sent pas toujours. C'est vrai qu'à des moments donnés, il y a des problèmes de peste. Bon, en tout cas, c'est un secteur que je ne maîtrise pas, mais je sais que la concurrence ne se fait pas trop ressentir par rapport. Voilà. Alors, donc, mais vous aviez dit au départ qu'il y a des risques dans le secteur agricole. Parlez-nous maintenant de ces risques-là, parce que là, moi, j'ai évoqué le climat et puis la concurrence, mais vous semblez dire que ce n'est pas tellement important. Tout à fait. Et en fait, par rapport au financement du secteur agricole, les différents risques peuvent se situer à plusieurs niveaux. Il y a d'abord il y a un problème de structuration du secteur. Oui. Les filières ne sont pas suffisamment organisées. Les filières, ok, oui. Et clair. Il se pose un problème de marché. Il se pose un problème de marché. Si nous prenons aujourd'hui la question du financement du maïs comme spéculation. Aujourd'hui, le marché est saturé. Et les producteurs on part devant eux les produits, mais ils n'arrivent pas à écouler. En dehors de ça, la question des ressources, telles que j'ai commencé par le dire, parce que les besoins les besoins d'investissement, nous n'arrivons pas à satisfaire ces besoins parce que à cause de l'insuffisance de nos ressources stables, des ressources longues. Il y a la question de la garantie qui se pose. Parce que c'est la question de la garantie, parce que lorsque vous êtes dans un secteur qui n'est pas organisé, où le marché n'est pas garanti, où il se pose un problème de mentalité, c'est-à-dire de moralité. Là, il va sans dire que
le seul moyen pour garantir le financement, c'est les garanties. Alors parlons-en des garanties là. Alors quel type de garantie vous exigez de vos clients? Les producteurs, surtout des producteurs. Pour les producteurs, il faut dire que surtout les petits producteurs dont les besoins ne dépassent pas plus de 400 000, 500 000, il n'y a pas de problème. Nous faisons avec les cautions solidaires. Caution solidaire, ce mot-là revient. Ce mot-là est assez bon, on va y revenir. Tout à fait, les cautions solidaires, les cautions personnelles. Allez-y. C'est tout. Mais lorsque le financement est plus élevé, on demande à avoir quelques garanties pour sécuriser le financement. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous arrive de demander disons, la mise en gage des terres ou bien des titres de propriété ou bien... Oui, à ce niveau également, oui, nous prenons les biens immeubles, mais seulement que la question du titre de propriété se pose. La garantie, les questions du foncier. Donc, à ce niveau, et pour que le titre soit valable, il faut que ce soit un titre foncier. Absolument. À ce niveau, il se pose des problèmes, des difficultés parce que les producteurs n'arrivent pas à fournir ces titres appropriés pour garantir leur financement. Parce que il savait que c'est là que Jésus devait passer. Quand Jésus est arrivé à son niveau, il a regardé en haut et il lui a dit: Zachée, descends vite, parce que je vais rester aujourd'hui dans ta maison. Zachée est descendu vite, et puis il a accepté Jésus avec joie. Quand les gens ont vu ça, des bateaux, ils n'étaient pas contents, ils le critiquaient et disaient: Jésus est allé dormir chez un homme pécheur. Allez, Zachée. Auditeurs et auditrices, nous sommes en direct de Radio Immaculée Conception d'Alada et le débat en cours est lever les contraintes liées au financement des activités du secteur agricole. L'invité de ce jour, c'est M. Idrissou Oroudama de la FESECAM. Dans quelques minutes, moins de 15 minutes, vous pourriez nous appeler au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37 pour intervenir dans le débat et éventuellement poser des questions à notre invité. Nous avions dans ce débat, nous venons de faire une trentaine de minutes. Nous avions parlé de la FESECAM, nous avons parlé des besoins en financement des produits des producteurs. Nous avons parlé des risques et nous venons de parler des questions de garantie. Maintenant, nous allons parler des produits qui sont disponibles, pas seulement au niveau de la FESECAM, mais au niveau de l'ensemble de toutes les institutions de financement qui sont supposées accompagner les producteurs. Alors, nous avions évoqué la question de crédit d'investissement avec la FESECAM. Cela semble ne pas exister de façon formelle, mais est-ce que à d'autres guichets, on peut accéder à ce type de crédit, M. Oroudama? Mais il faut rectifier. Pas que les crédits d'investissement n'existent pas. Oui. Je vous ai dit que nous finançons les investissements, les besoins d'investissement des producteurs et de nos clients. Je vous ai par exemple donné le cas des salariés qui viennent vers nous pour des crédits d'investissement. Oui. C'est vrai que
le remboursement est garanti par le salaire. Voilà. En dehors de ça, par rapport à notre cible, aux clients ordinaires, nous octroyons également des crédits d'investissement. Je dis que le financement est limité parce que nous avons des contraintes par rapport à la nature de nos ressources, qui sont des ressources limitées, et alors que la ressource que nous utilisons pour faire du crédit provient de l'épargne du public. Oui. Donc, de ce point de vue, cette ressource est une ressource précaire. Elle ne saurait être affectée au financement des investissements de longue durée. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Ok. Donc, vous octroyez des crédits d'investissement, mais avec des limites, bien entendu. Mais est-ce qu'au niveau de l'ensemble des autres institutions de financement, est-ce que ce type de crédit est ouvert aux agriculteurs? Faut dire que... Parce que les agriculteurs ont beaucoup de besoins d'investissement. Ok. Il faut dire que c'est à ce niveau que l'État, le pouvoir central, est en train de faire des efforts pour accompagner les SFD en vue de satisfaire ce type de besoins des producteurs, des populations, à travers un certain nombre de programmes. Je vous ai parlé du Fonds national de microfinance qui construit des partenariats avec les systèmes financiers décentralisés par rapport d'abord au financement des activités agricoles et milieu rural, le FAR, et par rapport à ce type de crédit, les crédits de production ou les crédits de transformation, de commercialisation et de stockage sont financés et à un taux de 10%. Mais ce financement, d'abord au niveau de la FESECAM, nous l'avons obtenu, mais de façon limitée. Ce qui fait que nous sommes en train de faire cette expérimentation dans certaines communes. Je vous ai parlé des communes de Plahoui, de Boïkon, d'Abomey, de Djougou, de Gogounou, par exemple. Nous sommes en train de mettre en œuvre ce type de financement grâce auquel il y a des taux même plus intéressants à 10%. Ok. Voilà. Est-ce que vous... En dehors de ça, aujourd'hui, il y a le fonds, le FNPEJ, qui est à sa cible, c'est-à-dire les jeunes promoteurs et les micro et petites entreprises qui interviennent dans la chaîne de valeur et agricole à travers l'agrobusiness, dans le tourisme et dans l'artisanat. Donc ces jeunes, lorsqu'ils remplissent les conditions du FNPEJ, ils sont accompagnés par le FNPEJ. Il y a des types de financement également qui seront octroyés à ces bénéficiaires-là par la FESECAM. Donc la FESECAM est également dans ce partenariat-là avec le FNPEJ. Oui, est-ce que moi je veux qu'on sorte maintenant de la FESECAM pour voir ce qui se passe dans les autres institutions de financement, pour voir si je suis agriculteur et que j'ai un besoin d'acquisition d'infrastructures, si je tape si je m'en vais dans un guichet quelconque, est-ce que la porte est ouverte? Ok, je ne saurais vous le dire, parce que, mais tout au moins ce que je sais, la FESECAM est la plus grande des institutions, des systèmes financiers décentralisés opérant sur le territoire national. Elle détient à elle seule près de 50% du marché. Du portefeuille. Ok, mais je suis encore embêté, puisque je suis éleveur, par exemple, j'ai besoin de construire la case, d'abriter mes bêtes, de faire ci, de faire ça, mais je ne sais pas toujours à quelle porte je peux frapper. La FESECAM est la plus grande, mais si je frappe, on va me dire que le crédit, le financement est limité, ou bien il y a des problèmes. Il n'y a pas que... Là, maintenant, je fais quoi concrètement? Oui, et à ce niveau, je trouve que... Parce que les besoins en matière d'investissement sont énormes, au niveau au moins du secteur rural. Mais qu'est-ce que l'agriculteur fait, surtout lui qui n'a pas été tellement à l'école, qui ne peut pas courir à droite et à gauche, et la porte la plus proche de l'agriculteur, c'est la FESECAM encore. Tout à fait. Oui. Je trouve que c'est à ce niveau que
l'État, le pouvoir central a encore à faire. Voilà. Encore à faire. Et qu'est-ce que l'État a à faire? Il faut le dire. Ce que l'État peut faire pour sécuriser le financement des SFD, c'est de trouver un mécanisme, par exemple, pour mettre des fonds de garantie en place sur lesquels, pas des fonds de crédit, mais des fonds de garantie pour sécuriser les financements éventuels liés à ce type de besoins. Oui, ça fait bien longtemps qu'on parle de ces fonds de garantie et bon, il y en a eu un certain nombre dans le passé. Tout à fait. Est-ce que ces fonds ont pu remplir leur mission ou bien est-ce que ça existe encore? C'est vrai, l'État a fait, c'est-à-dire dans ce cadre-là, l'État a fait des efforts Oui. en mettant des fonds de garantie parfois au niveau des banques ou bien des systèmes financiers décentralisés pour permettre, pour faciliter l'accès au crédit aux populations, mais seulement que l'État n'est pas encouragé parce que lorsque le Béninois sait qu'il y a un fonds de garantie qui lui permet d'accéder au crédit, qui lui facilite l'accès au crédit, en retour, le crédit n'est pas remboursé. On se dit que c'est un don de l'État, le financement, ou bien le bénéficiaire te dit, attention, ne m'embêtez pas, lorsqu'il est en faillite, qu'il pense que l'État a mis un fonds de garantie en place, nous n'avons qu'à recourir à ces fonds de garantie pour nous faire rembourser. Alors, ce n'est pas de nature à encourager le pouvoir central à toujours faciliter, à mettre en place cette forme de facilitation. Alors, à qui la faute concrètement? Est-ce que c'est au producteur ou bien à l'institution qui n'a pas pris suffisamment de gants pour octroyer le crédit? Comment ça peut s'expliquer? Parce que un agriculteur, un individu qui prend un crédit et qui, à la fin, avec un accord bien entendu signé, avec un contrat bien signé, et qui à la fin dit, ben, allez vous en prendre à l'État, c'est un don, et puis non, ça ne marche pas. Oui, et il faut dire que c'est pas la légèreté on pourrait situer la cause à plusieurs niveaux. Voilà. Plusieurs niveaux. Lorsque le fonds de garantie a été mis en place avec une forte politisation, c'est-à-dire lorsque on met en place le fonds de garantie, mais on fait croire aux bénéficiaires que c'est parce qu'il est membre de tel parti, ça veut dire que là, le gars se dit, c'est le fruit de mes efforts. Donc, il se dit qu'il ne va pas rembourser. Ça veut dire que l'aspect communication en pour quelque chose dans cette situation. Autre chose, il y a aussi que puisque ce n'est pas le seul facteur, il y a aussi la mentalité du Béninois. Il y a des gens qui sont pratiquement, qu'on pourrait appeler des voleurs de crédit. Lui, il vient, déjà dans sa mentalité, c'est qu'il vient pour ne pas rembourser. Donc celui-là, par exemple, on ne peut pas lier le non-remboursement par le fait que peut-être qu'il y a mauvaise communication. Oui, dans le temps, il y avait eu même la création de structures spéciales pour, disons, octroyer ces crédits-là directement aux producteurs. Et puis après, l'État s'est rendu compte que ça ne marchait pas et s'est rétracté et a commencé par placer ses financements au niveau des structures spécialisées dans l'octroi de crédit. Alors, est-ce que ça là aussi constitue encore un problème? Tout à fait. Et il faut dire que ça a été une erreur de la part de l'État, en voulant jouer aux structures de l'État le rôle d'institutions de microfinance qui n'avaient pas, ils n'étaient pas des professionnels en la matière, donc c'était normal qu'ils aboutissent à ce résultat-là. Mais que maintenant qu'ils sont en train de replier et de comprendre qu'il faut aller par la stratégie du faire, en mettant devant les structures de financement, je pense que les mises en place se feront de façon professionnelle. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, certaines structures telles que le Fonds national de microfinance, le FNPEJ, sont en train de construire ce genre de partenariat avec les systèmes financiers décentralisés pour mettre ces fonds en place de façon professionnelle.
Ok, mais au niveau des crédits de campagne, vous aviez dit il ne se pose pas vraiment de problème. Les guichets sont totalement ouverts à tous les producteurs. À tous les producteurs qui sont détenteurs d'une activité rentable et qui remplissent les conditions de moralité et de solvabilité. Donc je pense que s'ils remplissent les conditions d'ouverture de compte, de sociétariat et d'ancienneté de compte, parce que là également... Là, vous parlez de la FESECA, mais dans les autres structures aussi, vous avez une idée, c'est toujours ouvert comme ça? Pour celles qui ont ouvert leur guichet un peu partout sur le territoire, dans une zone du territoire, je pense qu'elles ont leurs conditions spécifiques et qui est bon. Mais si je prends par exemple une filière, par exemple l'ananas qui fait 18 mois et une autre filière, le riz qui fait peut-être 3 ou 4 mois et le maïs aussi 2 mois, 3 mois, alors est-ce que les fonds, ces institutions sont suffisamment flexibles pour que n'importe quel producteur puisse avoir accès à leur guichet? Tout à fait. Lorsque vous voulez financer l'ananas, vous ne pouvez pas dire que vous imposez une durée. La durée du crédit dépend du cycle de produit. De production de la spéculation. Donc, dans ce cadre, la FESECAM a financé l'ananas en partenariat avec une structure qu'on appelle l'IFDC et qui a mis en place un fonds de garantie et qui a permis d'accorder ces crédits-là aux producteurs d'ananas à des conditions vraiment intéressantes. Et ça a bien marché. Nous sommes en cours et ils sont en train de rembourser. Ok, est-ce que vous connaissez d'autres exemples que vous pouvez citer dans d'autres structures ou bien non? Oui, et d'autres structures qui mettent des fonds de garantie en place, il y en a. Et je pense que en dehors de IFDC, il y a ETD, il y a PFD qui est en train d'accompagner également les producteurs et de faciliter l'accès des producteurs au crédit dans certaines localités. Ok. Nous sommes toujours en direct de la radio Immaculée Conception d'Alada et le débat en cours est lever les contraintes liées au financement des activités du secteur rural. Avec comme invité M. Idrissou Oroudama, directeur du crédit à la FESECAM. Vous pouvez déjà, il est 17h15 plus dépassé, vous pouvez déjà nous appeler au 95 28 52 52 ou 97 38 37 37 pour intervenir directement dans le débat et éventuellement poser des questions à notre invité. Donc, vous avez l'antenne. Pendant ce temps, nous, on continue notre débat avec la question de taux d'intérêt. Comme on ne l'a pas encore abordé du tout, il y a un auditeur. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Vous allez bien? Présentez-vous et dites-nous d'où est-ce que vous appelez et présentez et parlez et dites votre préoccupation. Ok, c'est monsieur Rontondi, je vous appelle depuis Ségabo-Mekalavi. Je suis un acteur du développement rural. Je suis très intéressé par le débat et puis j'avais certaines préoccupations qui étaient en attente et je ne savais pas à qui poser ces questions-là. Allez-y. Ok, merci. Je salue votre invité d'abord. Oui. Nous avons été très heureux du contrat ou du partenariat qui a été lié entre CDFNPEJ et la FESECAM. Mais notre crainte est que si aujourd'hui, les micro-projets, c'est-à-dire de l'agro, c'est-à-dire business, devront être confiés à la FESECAM,
est-ce qu'elle a, c'est-à-dire c'est un maillon technique ou bien est-ce qu'elle est en partenariat avec une structure qui puisse, c'est-à-dire leur servir, c'est-à-dire de levier ou de tendon d'Achille pour pouvoir analyser, c'est-à-dire techniquement ces dossiers-là. Et de deux, j'ai aussi un peu peur que, c'est-à-dire vu, c'est-à-dire les pourcentages ou les taux de crédit de la FESECAM, est-ce que ça va toujours, c'est-à-dire nous permettre de pouvoir produire à temps? C'est vrai que l'invité a dit tout à l'heure que, c'est-à-dire ils sont en partenariat avec IFDC dans d'autres cas pour financer ceux qui ont fait l'ananas. Mais est-ce que sur ce volet-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un fonds de garantie pour, c'est-à-dire nous permettre, c'est-à-dire d'aller pendant un temps avant de commencer par faire les premières recettes pour venir rembourser. Et ces crédits-là sont à quel taux? C'est-à-dire leur partenariat avec FNPEJ aujourd'hui, je comprends. C'est pour garantir un peu le remboursement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont foutus de... C'est très bien, mais c'est à quel taux, c'est-à-dire ces crédits-là qui seront libérés. Et vu un peu, c'est-à-dire le dispositif de la FESECAM, c'est trop corsé. C'est très dur, on se pose la question de savoir par quel mécanisme on peut y entrer, comment est-ce qu'il faut sortir. Donc je voudrais quand même que l'invité puisse, c'est-à-dire nous permettre de comprendre à fond comment est-ce que ça va fonctionner, c'est-à-dire n'a qu'à être un peu, c'est plus ouvert pour nous dire réellement comment est-ce que ça se passe. Bon, en fait, certainement que ce partenariat qui est lié avec FNPEJ est fait il n'y a pas longtemps. Mais est-ce qu'ils ont prévu une ligne de crédit ou bien un fonds sur lequel FESECAM pourra alors recruter ou bien s'entendre avec un cabinet ou bien une structure privée pour pouvoir les appuyer dans les études de dossiers? C'est vrai qu'ils vont dire que ils ont des agents de crédit ou des agents de, c'est-à-dire qu'on est recouvrement sur le terrain. Donc c'est eux qui vont se baser sur les agents du CADER. Mais c'est de l'expérience, ça a démontré que le CADER a eu ses limites. Le CADER, ça fonctionne à retardement. Si bien que pour rendre ça beaucoup plus opérationnel, nous, on aurait souhaité que la FESECAM ouvre ses portes à d'autres structures qui ont de la volonté, qui veulent travailler avec eux sur des projets-là, pour que ça puisse réussir pour le bonheur, c'est-à-dire de toute la jeunesse béninoise. Ok. Nous avons bien noté vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout, hein, je crois, hein, vos préoccupations. Oui. En attendant, continuons le débat, on va voir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui. On va poursuivre, peut-être à la fin on va répondre à ces préoccupations, j'espère vous. Donc nous étions en train de parler des taux d'intérêt. Est-ce que il y a encore un auditeur en ligne? Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Présentez-vous et parlez-nous de vos préoccupations. Monsieur Agossou depuis Glasgow. Agossou depuis Glasgow, oui. Oui. Allez-y. Monsieur Agossou Hervé depuis Glasgow. Hervé, d'accord. Agossou Hervé, ok. Parlez-nous de vos préoccupations. Bon, la première préoccupation, c'est de connaître le taux que votre invité nous parle du taux d'intérêt pour les prêts de 5 ans. Là. Oui. Bon, deuxième préoccupation, bon, ils ont dit que désormais on peut mettre son salaire par la CELCAM. Bon, je veux savoir le taux d'agio. Et deuxième chose, de savoir est-ce que un fonctionnaire qui a ouvert son compte dans une localité, lorsqu'il est affecté, comment il pourra s'arranger pour prendre son salaire, comme cela se fait dans certaines banques où vous pouvez opérer dans n'importe quelle agence sur le territoire national. D'accord. Ma dernière préoccupation, c'est de savoir, lorsque vous voulez faire du prêt, il ne vous donne pas toutes les informations afférentes à cela, et c'est le jour où vous voulez rentrer dans le fonds qu'on vous dit, il faut 200 000 francs pour l'assurance. Bon, je ne comprends pas très bien ce qui se passe à ce niveau. Donc, c'est les procédures administratives, hein? Oui, bon, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc, nous retournons au studio. Nous étions en train de parler des taux d'intérêt. Les auditeurs en parlent aussi. Donc, taux d'intérêt sont-ils attractifs ou dissuasifs?
Les taux d'intérêt par rapport au secteur agricole, au secteur agricole, bien entendu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Et je pense que c'est une question pertinente, la question du taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt est lié à plusieurs composantes. Oui. Et il y a le coût de la ressource, qui est une composante du taux. Oui. Il y a le coût du suivi administratif. Il y a le risque, le coût du risque. Il y a également il faut également prévoir la marge. Par rapport à l'institution, c'est-à-dire la marge, oui, marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire. Donc, pour ne citer que ces composantes-là. Donc, vu la structure des charges des systèmes financiers décentralisés ou même des banques, intervenir dans le milieu rural demande beaucoup de choses. Au-delà du risque, le coût d'intervention est là. Donc, de ce point de vue, on ne peut prétendre à un taux, à un chiffre, tant qu'on n'est pas en partenariat avec le pouvoir central. Donc, cela voudra dire c'est là où le pouvoir central a un rôle à jouer pour que le taux soit un taux administratif par rapport au secteur agricole. Donc, à ce niveau, nous faisons des efforts. Mais également avec l'appui, je vous ai dit, avec les différents partenariats que nous nouons avec l'État et avec le Fonds national de microfinance. Je vous ai dit, par rapport au phare, c'est-à-dire au financement des activités agricoles en milieu rural, pour les activités de production et d'investissement, le taux est à 10%. Mais pour les activités de transformation, le taux est à 13%. En dehors du taux et de formalisation des contrats d'enregistrement qui est à 1%. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la question du taux. Mais c'est par rapport au partenariat. Sinon, le taux est au-delà au niveau de la FESICAM. Pour les crédits court terme, nous sommes à 19%. Et pour les crédits à long terme, nous sommes à 18%, c'est-à-dire 1,5% le mois. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure de... Mais par contre, les crédits aux salariés, c'est 1% le mois, c'est-à-dire 12% par an. Voilà. Et vous aviez parlé tout à l'heure du coût d'intervention. Voilà. Ce sont des coûts d'intervention de la FESICAM ou bien de quoi? Lorsque vous devrez installer votre guichet en milieu rural, vous voyez ce que ça voudra dire. C'est-à-dire en termes où l'électricité, l'énergie n'est pas permanente, disponible. Il faut faire recours au groupe pour faire fonctionner les appareils. Vous voyez que ça devient compliqué. Et les déplacements par rapport au suivi, parce que c'est souvent des zones où la densité de la population n'est pas lâche. Voilà. Donc, il faut parcourir plusieurs kilomètres par rapport au suivi des crédits. Donc, vous comprenez que ça devient coûteux. Absolument. En dehors des investissements qu'il faut faire, qu'il faut réaliser pour vraiment faire abriter par rapport aux locaux. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi, au niveau du milieu rural, ça devient compliqué. Oh. C'est ceux-là qui ont besoin de crédit. C'est à eux que, puisque nous qui sommes en ville, on a peut-être encore moins besoin de la chose, mais ceux qui sont dans les localités reculées, ils ont peut-être plus besoin de la chose, mais quand on leur offre ça, on leur dit encore que ça va vous coûter encore les yeux de la tête. Ça pose un problème. Tout à fait, on ne peut faire qu'avec, parce que c'est la réalité du terrain.
Eh bien, quand même, tout le monde sait que le secteur agricole, le taux de rentabilité du secteur agricole est un taux assez faible. Tout à fait. Alors, et pour ce qui veut dire que le risque devient plus grand. Pour ce secteur, ce qui est, bien sûr, le risque est un peu plus grand, mais ce qui est l'idéal, c'est d'avoir un taux à un chiffre. Et ça, on ne peut pas ne pas aboutir à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour... Oui, ce qu'il faut faire... Vous allez dire encore que c'est l'État. Je ne peux que dire recourir à l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai dit, il y a le coût de la ressource. Même l'accompagnement des projets ne permet pas d'assouplir un peu. Par exemple, l'IFDC, vous avez dit que le taux d'intérêt est intéressant. C'était quel taux? Oui, et pendant que le taux était à 2%, avec l'accompagnement de l'IFDC, nous sommes arrivés à réduire, à ramener le taux à 1,6% de moins, à 1,5% de moins. Vous n'êtes pas en dessous de 2 chiffres, hein? Non. Bon, même malgré l'intervention, on ne pouvait pas être en dessous de 2 chiffres. Non, cela, mais sinon, ça également, l'IFDC ne peut pas régler cette question-là. Il faut suffisamment de moyens. Et c'est à l'État de rechercher ces moyens-là pour que le taux d'intérêt soit un seul chiffre. Et qu'est-ce que vous pensez concrètement qu'il faut régler pour cela? Pour que le producteur qui a besoin de la ressource puisse en disposer et, disons, à un taux relativement acceptable pour son secteur. Parce que si je dois vendre mon maïs avec une petite marge bénéficiaire et si je m'en vais prendre un crédit à 2 chiffres, je ne suis pas en mesure sinon le consommateur aussi sera pénalisé finalement. Monsieur Cézono, nous n'avons pas le contrôle de cette nous n'avons pas le contrôle de cette action à faire, parce que c'est pourquoi je dis qu'il revient à l'État de rechercher des ressources à mettre à la disposition des systèmes financiers, des institutions financières, pour que si un jour on pouvait arriver à un taux d'intérêt à un chiffre, qu'on en soit là. Alors, nous allons parcourir les préoccupations des auditeurs. Le premier nous a parlé de tout petit crédit. Non, monsieur Ntonji, il voudrait comprendre, dans le cadre de notre partenariat, du partenariat FESECAM-FNPEJ, est-ce que la FESECAM bénéficie d'un appui par rapport à l'accompagnement des producteurs, à l'étude des dossiers. À l'étude des dossiers. Et je voudrais rassurer M. Ntonji pour dire que par rapport aux promoteurs, à la cible du FNPEJ, je pense que le FNPEJ a recruté des spécialistes dans divers domaines qui encadrent ceux-là dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Au-delà de ça, nous autres, à notre niveau, nous avons des outils qui nous permettent d'analyser les risques liés à ces différentes activités qui seront soumis à nos financements. Il a parlé aussi de taux d'intérêt. Également. Mais l'autre chose que je voudrais relever, dans le cadre du partenariat FNPEJ et les systèmes financiers décentralisés, la FESECAM n'intervient que dans un lot, que dans les départements des ZOU et des collines. Donc, le reste des lots, c'est les autres SFD qui interviennent, qui sont en partenariat avec le FNPEJ. Donc, M. Ntonji qui nous appelle d'abord Calavi, il n'est pas concerné par la... Sinon que la FESECAM n'est pas concernée par le lot de l'Atlantique. C'est d'autres institutions qui sont concernées. Voilà, donc par rapport à ça, il pourrait se référer au FNPEJ pour savoir quelle est la structure, quel est le système financier décentralisé, mais quels sont les systèmes financiers décentralisés qui sont actifs dans sa zone. Voilà, qui seront dans sa zone. Une autre préoccupation de cet auditeur, c'est que les recettes, est-ce que le système ou bien le dispositif du crédit permet aux bénéficiaires de faire quelques recettes avant que les échanges de remboursement n'interviennent? Tout à fait. Et au niveau de ce partenariat, je pense qu'il est prévu des différés allant de 1 à 12 mois avant d'aller au remboursement.
Dans ce cadre, je pense que ça dépendra de l'activité qui est financée, du cycle de l'activité qui est financée. Est-ce qu'il y a des procédures administratives plus ou moins lourdes pour accéder à ce crédit? Les procédures administratives, je sais que si nous prenons le cas de la FESECAM, lorsque la FESECAM reçoit un dossier, quelle est la durée? C'est 2 semaines. 2 semaines. Seulement que dans le cas du partenariat, après la sélection du dossier par la FESECAM, la FESECAM est obligée, suivant les contrats qui sont signés avec le FNPEJ, de transmettre le dossier au FNPEJ pour vérification avant mise à disposition des lignes de crédit. Et donc, ça peut durer. Ça, le FNPEJ a prévu 2 semaines, 15 jours pour régler cette question-là. Ça fait 4 semaines. Bon, est-ce que dans la réalité, ils pourront tenir? Ça, je ne le sais pas. Mais la FESECAM peut tenir dans 2 semaines. Habituellement. Ouais. Dans 2 semaines. Donc à 2 semaines, on peut toucher l'argent. On vous donne une suite. Non, bon, c'est pas encore l'argent. Bon, c'est juste une suite. c'est pas encore l'argent parce que il y a également la question de la formalisation. Si on peut aller à la formalisation, la signature des contrats. Donc c'est 2 semaines avant la formalisation. C'est 2 semaines pour l'instruction et pour vous donner une suite, pour vous inviter à venir, à vous rapprocher de la FESECAM, des structures de la FESECAM pour la signature, pour la formalisation des contrats. Ok, mais l'auditeur aussi a évoqué les difficultés de fonctionnement du CARDER. Je ne sais pas si c'était dans le cadre de l'étude des dossiers. Vous avez déjà évoqué ça. Non, il n'y a pas. Le CARDER n'intervient pas dans l'étude des dossiers. Ok, d'accord. Le second auditeur, M. Agossou Hervé de Glazoué, il a également parlé de taux d'intérêt. Alors, vous en avez déjà parlé largement, nous avons parlé aussi de cela. Et puis, il a parlé des salaires qui sont déposés. Si, par exemple, un client était affecté dans une autre localité, il était dans une localité donnée et il est affecté dans une autre localité, est-ce qu'il peut aller dans n'importe quel guichet de la CIRCAM pour toucher son argent? Est-ce que la CIRCAM, le dispositif CIRCAM a déjà facilité l'accès aux ressources dans différentes caisses? Il faut dire que cet aspect de la chose, c'est vrai qu'il avait pour chercher à comprendre la question du taux d'intérêt pour les crédits. Nous avons dit c'est 12%. Chez nous, le crédit salarié, parce que j'ai compris que c'est un salarié. Et la question des opérations déplacées, est-ce que la FESECAM permet aux salariés de toucher son salaire partout où il va se retrouver sur l'étendue du territoire national? Je dirais que c'est vrai que la FESECAM est en train de travailler pour mettre ces entités en réseau. Certaines le sont déjà. Mais on n'a pas encore commencé par mettre en œuvre l'intercaisse. Mais nous avons un mécanisme. C'est vrai que c'est mécanique d'abord. Et mécanique parce que ce n'est pas automatisé pour satisfaire ce client qui a domicilié son salaire et quelque part dans un point de service et qui se retrouve dans une autre zone, s'il exprime le besoin d'accéder à ces ressources, nous avons un mécanisme pour lui permettre, pour satisfaire ce client-là. C'est le cas des enseignants qui, pendant les périodes des vacances, se retrouvent un peu partout. Ils sont obligés de bouger. Ceux-là, nous avons trouvé un mécanisme pour leur permettre de toucher leur salaire partout. Et il y a encore des coûts, ça a des coûts, ou bien pour eux, ou bien... Ça a un coût pour eux ou bien... Pour le moment, c'est sans coût. Pour le moment, c'est sans coût. Ok. Oui. Alors, l'auditeur a parlé d'Agio. Oui, par rapport à ceux qui ont domicilié leur salaire, il faut dire que c'est 1000 francs seulement. C'est 1000 francs seulement. Je le dis 1000 francs. L'auditeur peut se renseigner au niveau des institutions des banques et combien les banques prennent comme frais Agio, c'est près au minimum 1500, 1600, 2000 parfois. Donc, à la FESECAM, c'est 1000 francs. Nous allons faire une pause. Je donne ma vie à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je donne
chemin. Monsieur Idrissou Orodama, les procédures de décaissement, nous en avons parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire encore si ces procédures-là, s'il y a encore un moyen pour alléger encore ce dispositif au niveau au moins de la FESECAM pour que ceux qui ont des demandes de crédit puissent, disons, y accéder dans un délai relativement court. Il y a un auditeur? Non. Allez-y. Et est-ce que la FESECAM peut revoir ses procédures pour que les bénéficiaires puissent disposer de leurs ressources dans un délai relativement court? Je pense que ça dépend. Parce que ça dépend du risque lié au dossier que le membre a introduit. Lorsque la demande se situe, c'est-à-dire le montant demandé est dans l'ordre de 200 000 ou 400 000 selon certaines localités, selon les localités, les petits crédits, le délai de traitement c'est une semaine. Le délai de traitement c'est une semaine. C'est lorsque le montant est plus élevé. En une semaine, le client peut aller au guichet, c'est ça ou bien? Non, en une semaine, on donne la suite. On donne la suite au client pour dire il peut passer ou accomplir les formalités de mise à disposition des ressources, c'est-à-dire la signature du contrat. Et ça, ça peut se faire en 24 heures? Non. En 24 heures, oui, ça dépend de la diligence que le membre met par rapport à ce qui lui est demandé. Ok. Maintenant, si c'est un montant plus élevé? Plus élevé, c'est là, j'ai dit, il faut un minimum de 2 semaines. De 2 semaines pour avoir la suite. Et là, je pense que c'est le délai raisonnable parce qu'il faut se donner un temps pour y voir tous les risques liés à la demande de financement du membre. Je crois que beaucoup d'auditeurs ont posé cette question, donc ils doivent comprendre maintenant que aussi il y a un délai de traitement nécessaire pour tout dossier. Voilà, un minimum pour permettre à l'institution de se faire une idée du risque. Là où il se pose encore des problèmes, c'est quand vous avez reçu un crédit, il y a l'échéance, c'est tout de suite à la fin du mois que la CECAM demande que vous payiez, vous commencez déjà le remboursement. Alors, comment ça se passe? Les échéances de remboursement, c'est tout de suite quoi? Ça ne... Non, je ne pense pas que ça soit ainsi. Et à moins que vous, c'est-à-dire que quand vous avez fini de payer et de remplir les formalités, vous autres, lorsque la date de valeur est conclue, c'est-à-dire à travers le contrat, qui est fixé dans le contrat, c'est-à-dire que dans le contrat, c'est dit à partir de quand le crédit commence par courir d'intérêt, c'est ça que nous appelons la date de valeur. Mais lorsque cette date de valeur est arrêtée et que vous venez signer le contrat, je pense que ça dit la signature du contrat, ça veut dire que vous avez pris connaissance des conditions du crédit et que beaucoup de clients de caisses disent que à peine ils ont reçu le crédit, à peine ils ont commencé par s'installer que on frappe déjà à la porte pour qu'ils commencent le remboursement. Ils ont à peine débarré l'activité et le remboursement intervient. Non, c'est une question c'est pourquoi je dis c'est une question de contrat. Si vous avez, en fonction de l'activité, d'abord, non seulement que la durée est retenue,
mais également la périodicité de remboursement est retenue et conclue avec le client. Avec le client. Bon. Et maintenant, à peine, ça, je ne pense pas, ça dépend si vous faites des activités d'achat et de revente, c'est normal. C'est normal qu'il faut que d'abord que la périodicité soit rapprochée. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire, tous les jours vous faites des recettes et vous voulez qu'on vous dise que vous gardez les recettes. Il y a même un risque de détournement. Vous allez vous créer des problèmes. Okay. Autant vous dessaisir une fois que la recette est faite et vous amortissez le capital. C'est plus rentable pour le toute dernière préoccupation, M. Orudama. Oui. Après tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce que vous avez dit, tout ce que nous avons dit ensemble, après tout ça là, est-ce qu'on peut dire que les activités du secteur rural sont encore des activités, sont des produits bancables? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ces activités-là sont des produits bancables? Oui. Je pense que les activités... Il y a des activités du secteur rural qui sont bien bancables, seulement que la question, c'est de trouver des produits appropriés, des services financiers appropriés aux besoins de ce secteur, des financements adaptés. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Parce que pour une activité d'investissement, on ne peut pas prendre une ressource à court terme pour financer une activité dont l'exploitation mérite, c'est-à-dire exige une période longue avant que cette activité ne permette aux membres de rembourser, c'est-à-dire avant que l'activité ne génère des sources de revenus. Donc, à ce niveau, il faut des financements adaptés en termes de ressources, en termes de durée de crédit et en termes de périodicité aussi. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Il y a des activités, bien sûr, les activités agricoles sont bancables, mais la question qui se pose, c'est la question de l'adaptation des produits de crédit aux besoins de financement liés à ces activités-là. Chers amis auditeurs, nous avons abordé avec notre invité, M. Idrissou Orudama. Je rappelle qu'il est il est directeur de crédit à la fêtière. Auditeur en ligne? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon père. C'est pas mon père, c'est pas un prêtre, c'est Joachim Saizonou, madame. Ah, d'accord, bonsoir, père. C'est la radio Immaculée, j'espère. Bien, oui, c'est bien la radio Immaculée. Vous avez une préoccupation? Oui, j'aimerais me confier à vos prières, à vos... Nous sommes sur une émission qui parle du secteur agricole et du financement. Est-ce que vous pouvez attendre une autre émission pour vous confier? Madame? Elle a déjà coupé. Ok. Donc, chers amis auditeurs, nous sommes au terme de cette émission avec M. Idrissou Orudama, directeur du crédit à la FESECAM. Nous avons abordé de nombreuses préoccupations, dont les risques liés au crédit agricole. Nous avons parlé des taux d'intérêt, de la question des taux d'intérêt. Nous avons parlé des procédures administratives pour que le crédit, les fonds soient décaissés au profit des bénéficiaires. Auditeurs et auditrices, nous sommes au terme de cette émission. Toutes nos excuses pour l'absence de résumé en fond. En votre nom, je remercie très sincèrement M. Orudama et tous les cadres de la FESECAM, en particulier le directeur général. Sincère merci à tous ceux qui sont intervenus en direct et sur Facebook. Prenez déjà le rendez-vous du mois d'août, précisément le samedi 23 août 2004, pour un autre thème, un autre invité, la même heure et la même fréquence. Je vous remercie. Maria,